Dans cette conférence, François Peyote parle de la personnalité réelle et apparente des différents signes astrologiques. Il explique que toutes les personnalités sont différentes, à l'exception des poissons qui sont décrits comme étant sages, intelligents et aimants. Il ajoute que les femmes poissons ont un charme et une libido particulièrement attrayants. François Peyote mentionne également sa participation à une exposition de médiums et clairvoyants. Il aborde ensuite le sujet de l'ego, qui est souvent considéré comme le bouc émissaire à la fin du XXe siècle. Il s'interroge sur la définition de l'ego et fait référence à un médium dans le film Exit qui explique la différence entre deux aspects de l'ego, un ego physique et un grand ego spirituel. L'ego est une conscience égoïque qui se forme lorsque l'esprit de l'homme n'est pas parfaitement aligné avec son double, une énergie pure. Cela se produit en raison de l'institutionnalisation de la connaissance et de la mémoire. L'homme accumule des égrégores d'énergie qui créent un état émotif inférieur à sa réalité et qui le conditionnent. Ainsi, l'homme vit davantage une conscience extérieure à lui-même qu'une conscience intérieure. L'ego est le produit de l'accumulation de mémoire et d'expériences non filtrées par la lumière de l'homme. Son développement est nécessaire pour atteindre un stade d'évolution où l'homme peut fusionner avec son énergie créative et l'utiliser à bon escient. Cependant, il existe deux écoles de pensée en ce qui concerne l'ego, les motivateurs qui cherchent à le développer et les métaphysiciens qui veulent l'annihiler. Selon Bernard de Montréal, les deux groupes ont une certaine compréhension, mais il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le développement de l'ego et sa maîtrise. Selon l'auteur, l'homme doit trouver un équilibre entre sa motivation psychologique et sa conscience spirituelle pour atteindre une synthèse harmonieuse. D'un côté, il doit comprendre les illusions de son ego et développer une conscience psychologique plus élevée, tandis que de l'autre côté, il ne doit pas tomber dans l'illusion spirituelle et perdre contact avec la réalité matérielle. L'objectif est de conserver un ego solide mais non confus, et d'utiliser les ressources matérielles de manière bénéfique. L'homme nouveau, quant à lui, n'aura plus besoin de se motiver car il aura transcendé la conscience psychologique de l'ego. Il aura également compris les lois occultes de la pensée et de l'astral, évitant ainsi d'être manipulé par des forces subtiles. En fin de compte, l'homme devra remporter la lutte entre son double et son esprit, en comprenant les jeux de la pensée et en éliminant les voiles créés par l'énergie du double. L'objectif final est d'avoir un ego lumineux qui permet à l'homme de vivre pleinement sur le plan matériel tout en se développant sur les plans spirituels. Selon Bernadette de Mérode, les forces occultes et astrales ont la capacité de manipuler l'ego de l'homme, principalement sur le plan subliminal. Ces forces peuvent influencer les pensées et créer des émotions dans le mental humain. Lorsque l'émotion est présente, l'homme est régi par les lois astrales, ce qui crée de la confusion et l'incapacité de voir clairement la relation entre son moi et son esprit. Bernadette de Mérode explique que lorsque l'homme possède sa pensée de la même manière qu'il possède la matière, il est libre de l'influence du double et des entités astrales. Il devient un être libre et n'a plus besoin de se terrer dans le concept du libre arbitre. Les personnes sont constamment amenées à faire des choix entre ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles reçoivent dans leur mental, ce qui crée de la confusion. Bernadette de Mérode encourage à développer une volonté forte pour ne pas succomber à l'influence astrale et à rejeter les illusions subtiles de l'astral. En ayant cette maîtrise de pensée, les individus vivraient en harmonie avec eux-mêmes et connaîtraient la synthèse de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que la synthèse du mental qui est une source de mensonges mais aussi une source de volonté. L'ego est constamment insécurisé car il interfère constamment entre les courants subtils du double à travers l'esprit, ce qui empêche l'homme de se connaître lui-même. L'homme souffre pendant des années de son identité et se rattache constamment à sa personnalité. Cependant, la personnalité n'est qu'un aspect inférieur de l'homme. L'aspect intégral et supérieur de l'homme est la personne. Une fois que l'homme a une personne, il n'a plus besoin de la personnalité et il est libre. La personnalité fait partie de l'involution de l'homme et a été développée en fonction des manipulations psychiques de l'ego. Cependant, lorsque l'homme passe de la personnalité à la personne, il n'a plus besoin de vivre sa personnalité car celle-ci n'est pas suffisante pour un être conscient. Le double travaille à la transmutation de l'esprit pour l'éventuelle reconnaissance de l'ego des jeux entre le double et l'esprit. Plus l'homme devient intelligent des mouvements du double à travers son énergie, plus il devient conscient et se déégoïse. L'ego devient purement créatif au lieu d'être réflexif. Il est possible que j'ai un ego, mais il est de nature créative plutôt que réflexive. Si je rencontre un obstacle dans ma vie, je le détruis car il appartient à l'homme de ne pas se nuire à lui-même. Pour cela, il faut éliminer l'émotion qui
fait partie de la nature astrale de l'homme et devenir de plus en plus centrique, mental et conversant dans la nature de l'esprit. Ainsi, il sera plus facile de voir les jeux subtils de l'ego et devenir libre de son égoïcité. Une conscience égoïque est une conscience basée sur des compromis intérieurs et extérieurs. Les compromis sont souvent le résultat de la fabulation psychologique de la conscience de masse en relation avec l'ego individuel. Les hommes ne sont pas capables de vivre leur vie en fonction de leur intelligence, car ils sont influencés par la conscience sociale et historique. Lorsque l'homme évoluera, il sera capable de se libérer de ces compromis. Cependant, il y aura un nouveau danger, il sera tenté de se tourner vers des communautés invisibles et occultes, obéissant à une régimentation similaire à celle des êtres humains. Il sera également sujet à des pensées occultes qui chercheront à le manipuler. Pour évoluer véritablement, l'homme devra dépasser à la fois les niveaux psychologiques de l'ego et occulte des entités et parvenir à une synthèse entre les deux. Cela lui permettra de devenir un être intégral, capable de comprendre la disposition psychologique de l'ego face à la conscience planétaire et les mécanismes subtils de son infrastructure psychologique sur le plan de l'esprit. Cette transformation lui permettra de convertir l'opinion mondiale et occulte en sa faveur et d'atteindre la synthèse de son moi. L'objectif ultime est de réaliser que l'homme représente à la fois un aspect cosmique, universel, éternel et un aspect universel, planétaire, qui est son esprit. Dans cette entrevue, l'auteur met en garde contre le phénomène des speakers, des individus qui entrent en transe et reçoivent des messages de différentes entités. Selon lui, ces entités, même si elles sont évoluées spirituellement, ne sont pas totalement dans la fusion de la lumière et peuvent influencer la conscience humaine. Cependant, il soutient que l'homme doit développer sa propre lucidité et intelligence créative pour dépasser les limites des opinions humaines et des entités occultes. Il affirme également que l'homme doit être conscient de son propre ego et de ses déformations émotionnelles pour absorber correctement l'énergie créative de son intelligence. Il souligne que l'homme a toujours été en périphérie du savoir, incapable de se confronter pleinement à lui-même. Il soutient que l'homme doit assumer la responsabilité de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. L'homme ne sait pas parce qu'il n'est pas capable d'assumer la responsabilité de ce qu'il sait. S'il était capable, il saurait. Actuellement, l'homme est confronté à une période de confusion, fasciné par ceux qui ont une certaine médiumnité. Cependant, l'homme ne doit pas être fasciné, car cela entraîne une perte de puissance. Il doit comprendre que l'intelligence, qu'elle soit incarnée ou non, reste de l'intelligence, et il peut facilement interagir avec elle s'il en est conscient. Les conflits d'ego profitent toujours à l'invisible et l'homme est toujours perdant. Ces conflits sont dus au manque de conscience et à la fausse sécurité que les hommes cherchent à afficher. Si l'homme se sentait réellement en sécurité et qu'il n'avait rien à prouver, il y aurait une paix au lieu de guerre d'ego. Mais pour cela, l'homme doit être conscient et passer de la personnalité à la personne. Cette conversation entre François Pêcheux, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M. met en avant l'importance de manifester une énergie créative et neutre qui peut susciter l'intérêt du monde. Il souligne que frustrer les autres en imposant ses propres opinions ne mène à rien, car cela empêche la compréhension mutuelle. FP raconte une expérience vécue avec sa femme où ils se disputent sur qui a éteint le ventilateur la nuit. Ils en tirent la conclusion que cela n'a pas d'importance et qu'il est absurde de se battre pour des futilités. BDM explique que ces expériences font partie du travail du double à travers l'esprit pour neutraliser l'ego et l'illusion d'avoir raison. Il s'agit d'un processus de perfectionnement de la relation entre le double et l'esprit, afin de rendre l'ego neutre, lucide et transparent. Il souligne aussi qu'il est préférable d'avoir des interactions avec des personnes qui ont de bonnes vibrations plutôt que de se focaliser sur leur personnalité. Avoir une forte personnalité peut être plaisant si cela s'accompagne d'une bonne vibration, de même qu'avoir une faible personnalité peut être agréable si la personne dégage de bonnes vibrations. La force de la personnalité fait partie de la nature de chaque individu, mais ce qui compte vraiment est la qualité de la relation entre les individus. Une personne dans la vie de l'individu en question, qui est très proche de lui et avec qui il la compare à une sœur, n'a pas une forte personnalité mais possède une belle vibration. L'individu souligne l'importance de regarder les gens non pas en fonction de la force ou de la faiblesse de leur personnalité, mais plutôt en fonction de leur vibration. Une personne avec une forte personnalité et une bonne vibration est considérée comme intéressante, tandis qu'une personne avec une forte personnalité mais une mauvaise vibration doit être mise de côté. De même, une personne avec une faible personnalité et une mauvaise vibration doit également être éloignée.
Lorsqu'il s'agit de reconnaître une personne qui approche avec de l'ego, l'individu dit qu'une personne avec beaucoup d'ego et une absence de sensibilité vibratoire ne laisse pas passer la lumière. Par contre, si une personne a un ego fort mais que la lumière passe à travers elle, l'individu ressent simplement une force créative. Cependant, si c'est un ego retors, une fausse force qui peut être facilement brisée, cela n'est pas plaisant et l'individu souffre. Cette vibration peut être ressentie que la personne parle ou non, et devient essentiellement vibratoire. L'ego devient transparent avec un esprit évolué. Plus l'esprit évolue, plus l'ego devient transparent. L'opacité de l'ego peut voler en éclats à travers les expériences et les souffrances de la personne, lui permettant d'apprendre ses illusions et de développer la transparence. Pour une personne très cultivée, cela dépendra de son niveau d'évolution d'esprit. Si elle a un grand esprit, la lumière sera toujours visible à travers elle. Cependant, si elle se cultive uniquement pour éviter de se sentir décultivé, la culture sera simplement une façade et l'individu ressentira une lutte constante pour prouver et émettre des opinions. En résumé, il est important de regarder les personnes en fonction de leur vibration plutôt que de la force de leur personnalité, et il est nécessaire de mettre de côté les personnes avec une mauvaise vibration ou un ego retors. L'ego peut devenir transparent avec un esprit évolué, et la culture peut être un avantage ou un handicap selon le niveau d'évolution d'esprit de la personne. Dans cette entrevue, le psychologue BDM discute du rapport entre la personnalité et l'éducation. Il souligne que même une personne sans éducation peut se sentir petite et recroquevillée, tout comme une personne très cultivée peut se retrouver dans la même situation. Il mentionne qu'il est important de se respecter sur le plan de la sensibilité et de la vibration, plutôt que de s'affronter sur le plan psychologique. Il aborde également le rapport entre les personnes avec des personnalités fortes et celles qui ne sont pas conscientes de leur potentiel, soulignant que le respect mutuel est essentiel pour établir une compréhension commune. Il critique un peu l'orgueil et la vanité qui peuvent être associés à l'intelligence, et affirme qu'un homme créatif est plus apprécié qu'un homme qui se projette comme étant intelligent. Concernant les problèmes dans les couples, BDM évoque la possibilité de prendre de la distance pour surmonter les insécurités, mais souligne que cela peut également être un jeu ou une forme d'illusion. Il insiste sur le fait qu'il est important d'authentiquement définir ce que signifie aimer dans une relation. Dans les relations de couple, si l'un des partenaires aime réellement son conjoint mais n'est pas capable de continuer à vivre cet amour en raison de sa personnalité, ils vivront néanmoins une expérience. De même, si l'un des partenaires n'aime pas l'autre, ils se sépareront également pour des raisons d'expérience. Le problème actuel dans les relations de couple est que les personnalités sont fortement influencées par les énergies astrales, ce qui engendre de la souffrance et favorise la séparation. Nous vivons dans un siècle de solitude. La solitude peut être extrêmement pesante, en particulier à un certain âge, car il y a une part de la personnalité qui n'a pas été intégrée par l'individu. Par exemple, si quelqu'un est capable de dire « je l'aime, ma femme », mais n'est pas capable de vivre sa vie avec elle, c'est qu'il y a une expérience particulière à vivre. Cette expérience peut mener à l'autonomie, mais il faut faire attention car l'autonomie peut être une béquille, une illusion psychologique de l'ego. Aujourd'hui, nous parlons tellement d'autonomie que nous en sommes devenus des êtres solitaires, des mangeurs de solitude. La solitude n'est ni agréable ni grandiose. Comment une personne mentale peut-elle vivre dans la solitude ? Le couple et la relation entre hommes et femmes font partie de la nature des choses. Même si vous n'êtes pas marié, avoir au moins un petit chien ou un perroquet peut créer une dynamique, une expérience. Mais si vous n'avez rien dans votre vie, juste un cendrier, c'est une existence médiocre. Donc, si vous me dites je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, mais j'ai un petit chien, je vous dirai que vous avez de la chance et que vous êtes heureux. Mais lorsque je rencontre des personnes qui n'ont même pas de petit chien, je vois dans leurs yeux une grande solitude. Il n'y a plus de vie, plus d'échange et le mental ne peut pas se développer seul. Un être humain ne peut pas développer son mental seul, il faut au moins qu'il ait quelqu'un ou quelque chose avec qui interagir. En conclusion, la solitude peut être une expérience, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'illusion de l'autonomie. Les relations de couple et les interactions sociales sont essentielles pour le développement de l'être humain.